La misère, pour la comprendre, il faut la voir, il faut la vivre. Il y en a apparemment, ils l'ont pas vu, ils l'ont pas vécu. T'es au milieu de nulle part, mais le monde t'appartient. J'ai le sentiment d'avoir été plus dans la galère que dans le bien quand même. C'est lourd à porter, mon histoire. J'ai vécu tellement de choses incroyables. C'est pas facile de voir que mes enfants ont vécu un peu la même chose que moi j'ai vécu. J'ai aimé vivre dehors. J'ai aimé ça, quoi. J'ai plongé par amour. Nous, en fait, on est vraiment dans l'urgence. C'est vraiment voir s'il y a un gars qui est sur la touche pour les raisons X ou Y. Peut-être un gars qui vient d'arriver, des gens qui vont débarquer, des gens qui vont avoir un problème. Et après, le reste, c'est au hasard des rencontres, quoi. S'il y a des gens ou pas. Ils ont besoin d'être en sécurité quand même. Ils se planquent. Hein. Ils trouvent des endroits un peu cachés. Parce qu'après, ils viennent se faire. Ils se font dépouiller. Le gars qui dort, il peut se faire piquer des trucs. Quand on est dehors, il faut faire attention. Hein. Bonjour. Tu veux un petit sandwich, tu veux quelque chose? Ah oui, avec plaisir. Tout. C'est pour ma femme, après c'est au saumon, ça, non, c'est saumon, moi je suis allergique. Salade, tu veux une salade ou... Bah, c'est plus pour elle après. Moi je te remercie bien. Sinon c'est bon, tout va bien? Tout va bien, Yves. Bon ben je repasse demain. Je vous en remercie. C'est vous demain aussi? C'est moi demain. Je vous en remercie, je vous Allez, dis bonne salut. soirée à vous. Ça fait 3 mois, ouais, 4 mois. 3-4 mois qu'on est ici en galère. On nous a aidés 1 semaine, 2 semaines. Après on s'est retrouvés livrés à nous-mêmes. Des gens, on dormait dans des locales, tout ça, à force de se faire déloger. Il y a des gens qui nous ont aidés, des habitués, quoi, qui nous voyaient souvent. Ils nous ont offert une tente, des tapis, tout ça. On nous a offert des couvertures un par un, des vêtements à manger, tout ça. Et on a notre tente, au moins on a sur la tête quand même. On essaie de se débrouiller, de trouver un travail, de manger tous les jours, de vivre, quoi, de survivre. On va essayer de surmonter cette pente, mais ça va, on y arrivera, je pense, bien sûr. Qu'on n'y arriverait pas. C'est qu'il n'a pas eu de soupe. J'ai passé 20 ans dans la rue avec des coupures. Voilà. Là, je suis en train de me stabiliser. Je suis dans un monde dont je trouve absurde la moyen de produire et répartir les richesses. Et je comprends qu'il faille produire pour que chacun consomme selon ses besoins. Mais pour moi, l'ensemble est beaucoup trop absurde pour que j'ai envie d'y participer. Et de manière un petit peu égoïste, moi j'ai juste envie d'avoir le minimum pour survivre. Et j'ai juste envie qu'on me foute la paix. Très sérieusement. Je sais pas, tiens. On verra avec. Ouais, c'est grand quand même. Attends, ouais, c'était quoi? Est-ce que quelqu'un veut des bonnets et des écharpes? Il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'ai atterri à la rue, j'avais 17 ans. J'ai été jeté de mon service social que j'avais eu étant ado. J'ai enchaîné la rue. J'ai passé quasiment 1 an et demi à dormir devant le théâtre Ledoux. Et des fois pour me nourrir, c'est les poubelles. Pour fumer, moi qui suis un accro de la cigarette, c'est par terre. Et là, je me prépare à un 3e hiver dehors à même pas 19 ans. Ça, c'est ton sac? Ouais. C'est toutes tes affaires? Ouais.
Je connais très bien les horaires. Je connais très bien les horaires, madame. S'il n'y a pas de place au glacis, je pourrais aller s'il n'y a pas de place au glacis. Du coup, il va falloir que je trouve autre chose, ils n'ont pas de place. Ouais, elle m'a dit qu'il fallait appeler avant de commencer à faire. Alors ce soir, j'avais essayé d'appeler les glacis. Ils m'avaient dit qu'ils n'avaient plus de place. Ils ont rappelé et ils m'ont dit du coup que la dame elle avait fait une bourde et que finalement il y avait une place pour moi. Je suis pleine, si tu te mets les pieds en l'air. Bon, bah, y a pas de problème. Hein. Cette dame, je la trouve super sympa. C'est la première fois en 2 ans et demi que je passe de temps en temps ici que une personne va me déposer au glacis comme ça. Ah bon Donc, t'as le beau pull. Il est magnifique ce pull. Et il va tenir chaud. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. On est parti avec ma maman parce que ça se passait mal avec mon papa. J'avais 2 ans, j'étais petite. Je me souviens pas spécialement juste le jour où je suis partie et que ma maman a fait du stop et pour aller jusqu'à Besançon. Ça se passait bien, sauf que je faisais des crises de temps en temps, où on s'engueulait. Et quand je faisais mes crises, je me mutilais du coup. Alors je me faisais mal à moi-même et du coup, je pouvais pas aller à l'école ou pas sortir dehors pendant quelques temps, 1 ou 2 jours, le temps que ça cicatrise. Je me greffais au niveau du visage et après je saignais et puis ça me faisait des traces quoi. J'ai dit que j'étais bien tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien et mon père démuni a souri. Ne pas se retourner. Après elle m'a placée en foyer jusqu'à mes 18 ans. Quand j'ai voulu prendre contact avec mon papa et quand elle a su que je reprenais contact avec mon papa, elle m'a dit soit tu parles à ton papa mais moi tu me parles pas. Tu es en train de donner un message en disant « Mes chers parents, je pars, voilà, je vole, donc ça y est, tu as pris ton envol, tu es libre. » Arrivée à mes 18 ans à Besançon, je ne pouvais plus être en foyer parce que j'étais majeure. J'ai appelé ma maman quand j'étais à la gare et en lui demandant si elle pouvait m'accueillir quelque temps, le temps que je me mette bien, que je retrouve un boulot. Et elle n'a pas voulu, du coup j'ai dû me débrouiller toute seule sur Besançon. Pour dormir et pour manger. C'est des personnes qui sont venues vers moi en me disant qu'il y avait la boutique. Ce qui a été récurrent dans plus de 90% des situations, c'est effectivement l'enfance. L'enfance n'a pas été... Enfin, ça a été les enfances massacrées, la maltraitance. Quand il y a eu des parents, souvent c'était monoparental. Quand des fois, il y avait des parents, mais il aurait mieux pas fallu en avoir, ça aurait été mieux. Alors c'est pour ça aussi qu'on parle de choix subis, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, donc dehors, quand tu leur demandes oui, vous avez choisi d'être à la rue, souvent ils te disent oui. Mais en fait c'est un choix par défaut, c'est-à-dire qu'entre la maltraitance familiale, quand il y en a eu, parce que souvent c'est des gens qui sont issus de foyers, ils te disent oui, on a choisi. Oui, enfin, entre la rue et des coups de poing dans la gueule, moi je pense que je prends la rue. C'est ma baraque, ouais. C'est ma baraque. Une vieille baraque de merde. Où il n'y a pas de chauffage, pas de gaz, pas d'électricité et pas d'eau. Et même pas de cuisine. Juste un bout de macadam et une petite couverture. Oh, il n'y a même pas de cendrier pour les clubs. Donc là, t'as tout ce qui est les galettes, les petits pains, tout ce que je trouve, les triangles aux amandes, tout ça. Quoi. Là, il y a les invendus, donc c'est des croissants. C'est comme ça que je me nourris tous les jours. Mon seul moyen de bouffer.
Moi, avant que je sois à la rue, je parlais à personne. J'étais énormément renfermé sur moi-même. Et justement, depuis que mes parents m'ont mis à la porte, bizarrement, je commençais à m'ouvrir, je commençais à parler aux gens. Sachant qu'il y a le bar de lui à côté, puis qu'il y a beaucoup de monde qui parle, qui fume et tout le bordel. Eh ben, je vais faire bien. On va aller parler, le temps que le bar de lui ferme, je vais me lever, je vais aller parler aux gens. Moi, je déteste être seul. J'ai toujours ce besoin de constant d'avoir quelqu'un vers moi. Les gens, ils voient les bipolaires comme des malades mentaux. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je dis que je suis bipolaire, je ne sais pas pourquoi, mais ils prennent ça pour un truc malade mental. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas, j'ai tout payé. Pas de souci. Merci beaucoup. Le seul truc difficile pour moi, c'est que j'ai pas eu de famille en tant que gamin, quoi. Depuis que je suis gamin, c'est la misère, l'éducation à la violence. Mon père, il est rien pour moi. C'est peut-être mon père, mais pour moi, c'est rien. Et ma mère non plus. Moi, ce qu'ils m'ont fait vivre depuis que je suis gamin, pour moi, c'est pas des parents. En 10 ans, j'ai quand même fait 17 familles d'accueil. Tout ce que je sais, c'est que toutes les personnes qui ont été en famille d'accueil, leurs vies ont été brisées. Et puis moi, qui étais avec mes parents très peu étant jeune, et que j'ai été en famille d'accueil, ça a brisé ma vie aussi. C'est clair. Et ben moi, je veux leur montrer que leur chose, je veux leur faire regretter, je veux leur montrer que je suis capable de me sortir de cette merde. Ça fait peut-être 3 ans que je suis un gros clodo, mais je vais leur montrer que je peux m'en sortir. Je préférais vivre 3 ans à la rue que vivre encore avec eux. Parce que moi, être éduqué à la violence, au coup, à tout ce qui est comme ça, non. La rue, je vois peut-être ça comme ça aussi, mais je vois pas les coups, la violence tous les jours. Ma vie n'est pas racontable. Et je crois qu'on ne la croirait pas si je la racontais. On m'a souvent demandé de l'écrire. Elle est riche en événements et assez atypique. J'ai l'impression que je reviens chez moi. J'ai l'impression d'y habiter encore. J'ai l'impression que c'était hier. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Je retrouve ma propriété. Bonjour madame, Jacques Maté à l'appareil. On aimerait voir la chapelle et le tombeau, est-ce possible? Oui, bien sûr. Je vous remercie, on vous attend. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Allez, on y va. On y va. Je me souviens de lorsque tu étais jeune avec les enfants, ils t'admiraient beaucoup pour eux, c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'est gentil. C'était très vivant, Arcier. Oui. À l'époque, c'était une famille. Oui. Et puis après, tout a été morcelé. Vous pouvez en témoigner, Arcier était plein tout le temps. J'y recevais tous les soirs, madame. Arcier était une seigneurie. Hein. C'était une seigneurie, oui. C'est ton papa qui avait tout racheté. Il avait, à une époque, à Mademoiselle de Velna, oui. Il avait eu du nez, comme toujours. Ça me touche beaucoup d'y revenir. Ça me rappelle une partie de ma vie qui était la plus belle partie. Une partie de mon passé qui était riche. Tout en travaillant à la C10, de même que quand je faisais mes études, j'arrivais à courir en automobile, à faire beaucoup de ski. Je faisais beaucoup de choses. Et j'ai enterré tout ça et je mène une vie qu'on pourrait juger triste, qui l'est.
qui est-il? L'autre fois, ils avaient un titre. Quand vous avez perdu un être cher, et puis moi je voulais écrire en dessous, bah c'est que vous avez mal rangé vos affaires. Bon. Oh putain David. Oh mais c'est toi. Eh ben oui. Et toi, qu'est-ce que tu prends là? Viens prendre un coup. Oh. Qui ça? J'ai une pote à dis-moi pas que c'est Morgane. La copagne. Mais qui n'est pas pote avec Morgane? En fait, quand on avait un petit peu marre de la vie, ce qui m'arrivait très très souvent, tu venais voir les marginaux Place Pasteur, parce qu'en fait, tu te sentais bien avec eux alors que tu te sentais mal. Avec ta famille, tu te sentais mal. Au lycée, tu te sentais mal parce que les gens de ton âge, ils te faisaient vraiment chier, tout simplement. Et tu te sentais bien d'être avec les punks et d'être avec des gens qui t'acceptaient pour ce que tu es. En fait, les punks et la marginalité de la Place Pasteur, je te parle de 94-95, ça a été une issue de secours pour moi. Ouais. J'ai eu des problèmes familiaux, j'ai eu des problèmes sociaux, mais en même temps, j'ai eu l'attirance de la marginalité. Et donc, où se situe le fait que j'ai été poussé par les problèmes familiaux et sociaux, et où se situe la question du choix. Et ça, je ne sais pas. Le mot punk à chien, personne dans la rue ne revendique d'être un punk à chien. Personne. C'est une étiquette qui nous est mise de l'extérieur. Il y a des gens qui revendiquent d'être punk. Moi, on m'a dit ouais, t'es un punk à chien à une époque où j'avais pas de chien. Bien. Super. Elle est belle, hein? Elle est très belle. Même si tu cherches pas, mais c'était bête, t'es quand même un peu la star ce soir. La particularité de ce festival, c'est d'avoir des personnes sans domicile fixe sur scène. C'est une histoire de rencontre entre les artistes locaux, les personnes sans domicile. Il y a une remise en confiance, il y a une valorisation aussi à travers la scène. Il y a aussi le fait qu'ils peuvent enfin s'exprimer devant un public. Dans 1 heure, hein. Dans 1 heure, je commence là. J'ai le trac, bah oui. C'est ah, mais ça va aller. Ça va aller. J'ai été parfois obligée de dormir dans des porches ou sous des ponts pour être à l'abri parce qu'il faisait pas spécialement beau, quoi. Quand on arrivait dans les porches, il y avait souvent du passage où les gens ils nous disaient « Excusez-moi, mais vous pouvez pas rester là ». Même une fille, même que ça soit un garçon ou une fille, ils nous laissaient pas dormir tranquille du coup. On n'avait pas le droit de rester dans les porches, sinon ils appelaient les gendarmes ou... Voilà. Donc c'était un peu compliqué quand même.
On se réveille souvent pendant la nuit, on dort pas toute la nuit, une nuit entière, c'est pas possible. Soit on va marcher dans la rue pour se réchauffer, et puis après on se rassoit pour se poser un coup, mais on pouvait pas dormir normalement, quoi. On a essayé de m'embêter, hein, mais non, moi j'avais mon caractère. Un ami à quelqu'un que je connaissais a prêté une voiture le temps que je trouve quelque chose au chaud, quoi. Vivre dans une voiture, l'hiver, c'est compliqué. Parce que du coup, il fait froid. Le matin, quand on se réveille, toute la rosée du matin, elle est sur la voiture et puis c'est mouillé. Et puis on n'avait pas les clés du coup de la voiture, on ne pouvait pas mettre le chauffage. Donc, Tous les coins de range sont pris, ça me pète les couilles, putain. Excusez-moi, monsieur, bonjour. Même pas un bonjour, même pas rien. Excusez-moi, madame, bonjour. Est-ce que vous auriez un petit peu de monnaie pour dépanner, s'il vous plaît? Pas de réponse, rien, ça m'énerve. Ça dit même pas bonjour. Ou ça regarde de travers. Ce sera mieux que rien. C'est mieux que rien, merci beaucoup madame. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup. Je suis obligé de voler pour pouvoir bouffer. Ça. J'ai pas envie de me le dire en fait, ça m'énerve. Je préfère me retenir de bouffer que de voler des trucs, quoi. La misère, pour la comprendre, faut la voir et faut la vivre. Il y en a apparemment, ils l'ont pas vu, ils l'ont pas vécu. Les gens ils parlent sans même savoir le vécu que j'ai eu, même sans savoir l'âge que j'ai, ça pose même pas de questions. Je cherche même pas à savoir comment j'ai atterri dans la rue, ça cherche même pas à savoir. Tout ce que ça fait critiquer. Ça fait que ça. Il y en a qui sont sans cœur, qui te passent, qui te disent même pas un bonjour, qui cherchent même pas à savoir comment t'as atterri dans la situation, qui te parlent même pas. Et qui cherchent plutôt à te rabaisser qu'autre chose, quoi. C'est bon, j'ai une clope à la main, j'ai des pompes en cuir, même s'il manque une semelle, je suis bien fringué et tout. Automatiquement, ça me dit, ouais, t'as une clope, t'as les moyens de t'en payer, bah non, tu te démerdes. C'est comme ça à chaque fois. Ma petite habitude de tourner à droite, et puis voilà, quoi. Personne. C'est par là que j'ai gratté. Ou alors sinon, si on a sur le cendrier, je pense. Oh. Ah ça va, elle est pas encore fermée, elle ferme à 14h15. Puis en général, je suis la seule personne qui reste quand la fac elle ferme. Ça et puis jouer les jeux. T'as des gens qui t'envoient des messages de soutien? Pas trop. C'est ça mon rêve. C'est un truc comme ça que j'aimerais bien faire moi plus tard. J'aimerais bien rentrer dans une bagnole de ce genre. C'est ma vie à moi, c'est mes passions à moi. Il y a que comme ça que je la vis à travers un écran.
un peu cracra, tu vois. Strabouet, tu te souviens que nous, quand on était jeunes, il n'y avait pas tout ça. Hein. On pétaradait dans les rues de Besançon avec nos bagnoles. C'était extraordinaire. Les motos. Les motos, on sortait les dernières motos, on sortait les dernières voitures. À un moment, tu allais beaucoup en Russie. Quand tu nous ramenais 1 kilo de caviar que tu avais planqué dans un grand imperméable pour passer la douane et qu'on se tapait 1 kilo de caviar à deux. Quoi. Ah ouais, Ça, t'as jamais été vraiment avare, toi. Non. Moi, je l'ai connu, Jacques, on avait, je sais pas, 12-13 ans, on était des gamins. On a passé toute notre adolescence ensemble, on a tout fait. Jacques, lui, il vivait une vie de jeunesse dorée, fils de la famille la plus puissante de la région, la plus riche, la plus connue, la plus crainte peut-être aussi. Et il vivait une vie, disons, de luxe. Mon père est à l'origine de C10, 113 Distribution Succursaliste. On devenait la 2e entreprise française, je crois. On gérait quand même 800 magasins. Il avait un magnifique appartement à Neuilly, avec une terrasse de 100 mètres carrés, vue sur la Défense. Et là, ça a commencé un petit peu à le perdre. Je dois dire que j'aimais trop le ski et la course automobile à une époque. Je n'étais pas prêt à consacrer 200% de mon temps à un poste. Il s'est mis à avoir quand même beaucoup de fréquentation, des filles faciles, une vie la nuit, parce qu'il n'avait rien à faire. Comment est-il tombé si bas, quoi ? C'est toute une histoire, toute l'histoire d'une vie. C'est une descente aux enfers, essentiellement par amour. Il y a quelqu'un qui a transformé ma vie. J'ai rencontré cette fille quand elle est rentrée chez moi. C'est une amie russe qui me l'a présentée, qui était aussi une call girl. Je rentrais de Val d'Isère avec mon fils, j'étais fatigué. Elle m'a dit, je vais te présenter une amie. Je lui ai dit, non, j'ai absolument pas envie. Et elle passe un coup de fil et arrive une fille dite de David Hamilton. Elle était ravissante au point que tout le monde se retournait et essayait de lui parler. Il y a eu un déclic au bout de quelques jours et il en est tombé fou amoureux, quoi. Il a vécu une belle histoire d'amour pendant 6 mois avec elle et ça a été, je crois, ce qu'il a totalement perdu par amour pour cette fille. Qui est toujours sans doute un petit monstre. J'ai découvert au fur et à mesure le fait que c'était un monstre. Son père m'a dit, laissez tomber, vous obtiendrez rien. Et pour que le père dise ça, c'est quand même incroyable. Je me suis rendu compte qu'elle était complètement dingue. J'en ai connu dans ma vie des dingues, je l'ai largué au bout de 3 jours. Là, pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai dit oui? Une fois rentré à Paris, la machine s'est mise en route avec toute une bande qui n'avait qu'un objectif, c'était le ruiner. Il m'arrivait de donner 30 000, 40 000 euros à des gens qu'elle m'envoyait. Tout ça pour la voir, parce qu'elle disparaissait, je ne savais pas où elle était. La drogue, là, a joué un rôle très important, parce qu'elle aussi était accro à la coke. Lui avait commencé, mais peu, sans doute. La cocaïne y est pour quelque chose. Puisque les jours où je n'en prenais pas, j'avais envie de tout laisser tomber, de ne plus m'intéresser à Marisol. Il s'est fait plumer, littéralement, par une bande organisée qui a joué sur cet amour fou. Elle m'appelait sa gamelle. Ça fait plaisir. Elle m'a volé 4 millions d'euros. Ils l'ont ruiné. Ils lui ont piqué tout son fric. Alors je suis rentré à Besançon. Et ça a été terrible. J'étais seul et je ne savais pas où aller. J'ai dormi sur un banc. J'ai eu mes premières envies de suicide à l'âge de 8-9 ans. Je me demandais déjà si vivre en valait la peine. Et c'est arrivé plusieurs fois que je reste en essayant de trouver le courage de sauter.
J'ai des parents normaux qui ont fait leurs erreurs comme tous les parents, quoi. Mais je veux dire, j'ai pas vécu de trucs graves comme d'autres. Comme d'autres ont des traumatismes qui expliquent qu'ils soient niqués pour toute leur vie, quoi. J'ai pas vécu de traumatisme de ce genre enfant. Mais le sentiment d'inadaptation, je l'ai toujours eu. Ouais. Je l'ai toujours eu. J'ai mis 2 ans à l'obtenir, cet appartement. J'ai gagné en sécurité, j'ai perdu en liberté. Ouais, c'est déjà les factures, l'administratif, ça me surplombe complètement. Les histoires de ménage et de rangement aussi, quoi. Tu vois, j'ai pas grand-chose dans mon appart, j'ai déjà l'impression d'avoir trop de choses de quoi m'occuper. Quand t'es dehors, tu as juste les affaires qui sont dans ton sac à dos. T'as rien d'autre, et ça, c'est juste bien. L'alcool, c'est mon pire ami. La vie, pour moi, est difficile à supporter. Et l'alcool m'aide à la supporter. Et il y a une montée de joie dans l'alcool. Il y a une montée d'inspiration aussi dans l'alcool qui existe et qui me fait du bien. Et puis il y a aussi... ouais, il y a la destruction aussi. Bien sûr que c'est aussi un parcours de destruction. Quand tu te réveilles le matin en manque d'alcool, je te jure que tu es en souffrance. Mais c'est de la souffrance physique. C'est de la souffrance physique pure, quoi. Si tu fais 3 jours de sevrage, le premier jour, c'est de la souffrance physique. Le deuxième jour, c'est de la souffrance psychologique. Et le troisième jour, ça va mieux, sauf que c'est toutes les raisons que tu as de boire qui te reviennent dans la gueule et c'est pas terrible non plus. À la fois, ça m'apporte du feu, mais à la fois, ça me détruit aussi. Ouais, je le sais. Les deux existent en même temps. Ouais, voilà. Casanier comme ça, vivre, voilà, métro boulot dodo, c'était pas fait pour moi, quoi. Donc voilà, je préfère que tout ce que m'offre la rue tous les jours, quoi, voilà, c'est différent. Voilà. Ça, chacun sa surprise. Mais elle est bien ma maison, non? Elle est là, voilà, juste là, quoi. Elle est pas très grande, quoi, voilà, mais là, on peut vivre à 2 presque là-dessus, quoi. Bah tiens, voilà, à 2, on est à 2 pour le moment dessus, quoi. Pas de problème de logistique, pas de problème de ci, pas de problème de ça. Mais bon, c'est pas on va dire que c'est pas ma première préoccupation. Voilà, c'est manger dans la journée, voilà, manger, boire, pour la chaîne aussi. Aujourd'hui il fait beau, demain il sera beau, et puis voilà, ça me plaît. Mais toi, de toute façon, t'as un SDF bizarre, toi. Oui, tu sais, ça dépend des gens. Il y en a qui choisissent, il y en a qui choisissent pas, et puis il y a un peu des deux, des fois. Eh ben, c'est ce qu'on appelle la fatalité, ça. Oui, ouais, c'est ça, la fatalité. Faut bien dire la vérité, quand même. Non, mais c'est ça, je veux dire, voilà. On n'est pas à plaindre. Moi, j'essaie de profiter un peu, voilà, et de faire ma petite vie. J'étais riche à l'époque, j'avais de l'argent, j'avais plein de choses à l'époque. C'est la vie, ça. C'est la fatalité, ça. Ben, je suis pas en Afrique en train de crever la dalle. En France. Je suis pas genre en Éthiopie en train de crever la dalle dans un désert avec une cause d'une guerre, de je sais pas quoi, de religion, je sais pas quoi. Cool, va. Moi, je trouve qu'on est trop assisté, quoi, parce que. Bah oui. Là, par exemple, je vous dis, là, si je travaille, je vais être beaucoup plus dans la merde que je suis actuellement. J'aurai pas de couverture maladie, j'aurai pas mes APL. Mais en gros, je vais travailler pour l'État, quoi. J'aurai pas des aides pour pouvoir manger. À part si tu trouves un boulot à 4 000 euros. Oui, à part si je trouve un boulot. Voilà, mais déjà, il fera plus qu'un SMIC, enfin, plus, ouais. Mais salaire à 2000 euros, je vais travailler, pas en dessous. J'ai aimé vivre dehors. J'ai aimé ça, quoi. Vraiment.
Il y a certaines nuits, t'es dehors et puis en fait, tu t'en fous. T'as réussi à faire ta petite manche, t'as ce qu'il te faut. Et puis, t'as ton sac de couchage, tu te poses là où t'as envie de te poser et tu t'en fous. Et t'es au milieu de nulle part, mais le monde t'appartient. Justement parce que t'es nulle part. Ça se passe bien dans la rue, parce que ça se passe pas toujours bien. Ça se passe bien parce qu'on ne se juge pas les uns les autres. Tu es juste toi-même, tu viens, tu te poses avec ce que t'as ou avec ce que t'as pas, avec tes qualités, tes défauts, avec ton vécu qui est aussi lourd que celui de l'autre. Et justement, tu peux pas juger celui de l'autre parce que tu sais que le tien est lourd aussi, et voilà quoi. Bon. Bah après, il y a des trucs qui ne passent absolument pas, du style pédophile, violeur, etc. Ça passe pas, ça c'est impossible. Bon. Mais en règle générale, bon ben, parmi les potes que j'ai eus, je sais que, enfin, j'ai eu des meurtriers, j'ai eu des gens qui ont fait des choses graves, quoi. Parmi les potes que j'ai eus, ouais, bien sûr. Ouais. Quand tu es dehors, en fait, tu joues avec la chance. La chance, elle te sourit pas constamment, mais elle finit par te sourire. Quand tu es en appartement, tu es obligé de prévoir les choses, ce qui n'a plus rien à voir avec la chance. Et donc, il y a cette sécurité-là, mais la chance, c'est une belle danseuse. Et elle me manque parfois. J'ai écrit 2 livres en 4 ans et 2 petits livres, quoi. Je suis souvent en train de réfléchir à ce que je vais écrire et comment je vais l'écrire. J'ai cette prétention d'avoir développé un petit talent verbal et littéraire. Et là-dessus, je voudrais obtenir de la reconnaissance. J'en ai besoin. Ouais, ça j'en ai besoin, ouais. Ouais. C'est reparti avec ce temps de merde. J'ai eu le 115 de place, donc voilà, là je vais dormir dans un plumard ce soir. Ce sera mieux que dormir dehors. Salut Loïc. Ça va Ben? À part le temps, ouais. Temps qui est carrément merdique. Oh. Vite la salle terrible, putain. Ah, sa mère. Temps de merde. Oh. Ouh. Ouais, ça fait un moment que j'ai pas vu Badr. Il fait quand une nuit? Demain. Bon, moi, va falloir que je change mes fringues parce que du coup, j'en ai trouvé. Il y a un public assez jeune maintenant. Hein. Bon, puis ils sont quand même dans des situations plus que délicates. Hein. Donc ils sont un peu à fleur de peau aussi. Hein. Ils auraient vite tendance, pour une broutille, à perdre leur calme facilement. Quoi, hein. Comment ça va toi depuis le temps, Loïc? Ça va. Bon, je crois pas que c'est un choix. On peut pas faire le choix de vivre dans un abri de nuit. Moi, non. Non, la personne qui est là, c'est que sa situation, aussi bien familiale, professionnelle, de vie, le parcours de vie, l'a conduit ici, quelque part, quoi. Bon, du coup, j'ai le lit de droite ou de gauche? Oh, bah j'ai le choix. Le lit de gauche. Bon, je te laisse installer. Si tu as besoin de quelque chose, je suis dans le bureau. Ouais, ok. Pas de soucis. Tout ce que j'ai vécu en 3 ans de rue, avec la plupart des personnes qui sont comme une famille pour moi, j'ai pas ressenti ça étant gamin. Je serai jamais reconnaissant envers mon père, mon côté père. J'avais 10 ans, j'avais ma petite soeur qui devait en avoir 8 et demi ou 9. La première fois, il nous a fait faire les mégots. Il nous a fait dépiloter ses clubs pour faire ses roulés. Et ce que je respecterai jamais du côté de ma mère, c'est qu'à mes 6 ans, elle me faisait boire des fonds de bière en me faisant croire que c'était du coca.
Donc j'ai une mère camée, j'ai un père alcoolique, les deux violents. À mes 6 ans, placé en internat. Des coups physiques comme des coups mentaux, comme des coups verbaux, j'en ai encaissé. J'ai l'impression que ma famille que j'ai eue étant gamin, qui est ma vraie famille, que c'est pas ma famille, que depuis 3 ans que je vis dehors, j'ai l'impression que c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées, que c'est un peu ma famille, quoi. D'un côté, je suis peut-être bipolaire hyperactif, mais au-dessus, j'ai l'impression que je suis un peu une éponge. J'absorbe, et à un moment, ça pète. Non, je me vois pas comme un gros clodo. Je me vois pas à vie à faire le 115 à venir au glacis. Je me vois pas comme ça. Je me vois avec mon appart, mon boulot, mon permis, avec mes gamins. Ça fait 3 ans que j'essaye de tenir moralement, même si c'est dur. Mais j'y arrive pas. Il y a un moment, je vais le dire, je vais plus y arriver. Là, je tiens en vie pour plusieurs points d'attache. J'ai mes potes. J'ai des gens qui m'aident, des brasseries, des gens qui m'aiment bien. J'ai mes potes et j'ai ma copine qui a aussi me payer, donc voilà. Je sais que j'aurais pas ces trucs-là, j'aurais déjà depuis longtemps. J'aurais déjà clamsé depuis longtemps, ça je le sais. J'ai rencontré quelqu'un à la boutique. On s'est installé dans un appartement privé au fil du temps. 1 an après, je suis tombée enceinte. Léo, pour l'instant, vit chez son papa. Quand j'aurai mon appart, je pourrai le prendre plus et ça ira mieux. J'ai rencontré aussi quelqu'un. Au bout de quelques temps, je suis tombée enceinte. D'un petit garçon encore. Ça s'est pas spécialement bien passé avec le papa, il y a eu des violences. Et du coup, ils ont considéré que de placer mon enfant le temps que je me stabilise, que j'ai une bonne situation et que je me sépare du papa. Donc voilà le résultat. C'est trop beau. C'est bien. Ouais. Merci, oui. C'est discret. C'est pas facile de voir que mes enfants ont vécu un peu la même chose que moi j'ai vécu du coup. Mais j'espère que ça ira mieux. Et... Qu'est-ce que tu vas faire pour que ça aille mieux? Avoir une bonne situation, retrouver un appartement, travailler et puis ça ira bien comme ça. Moi je pourrais les accueillir chez moi. L'année dernière j'ai chanté déjà à ce festival à domicile. On va dire que c'est quand même éduquant. C'est mieux quand on a des soirées comme ça qui se proposent du coup. Cette chanson je la dédie à mes parents et surtout à ma maman. Ma maman habite à Battan. Je fais le concert à Battan. Mais je pense pas qu'elle viendra du coup me voir au concert. Voilà. Ça fait 1 mois qu'elle prépare ça. Loana. Allez. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien et mon père démuni a souri. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. La 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 la. Je suis content de voir ton livre en vitrine parce que moi c'est le premier recueil de poésie que j'édite en fait. Il y a beaucoup de vocabulaire, il y a beaucoup d'inventions, mais c'est toujours juste. Ce qui compte, ça va être de réussir la lecture
Ça va être de réussir la lecture et ça va être de transmettre. C'est ça qui compte pour moi surtout ce soir. Il est nouveau celui de Manuel Bleu là. Enfin, le nôtre est moins cher. Hein. Ouais, mais il y a moins de pages aussi. Faut aller lire bientôt là. Hein. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'avais une petite pause. Une petite pause. Ça y est, Je vais boire ma bière en fait. Disséquer des globules ou des galaxies, instituer des maîtrises et des esclavages, la vérité se saigne, elle ne s'explique pas. Poésie quoi, c'est l'embrassade, la place rouge de ton meilleur ennemi. Des ripailles dans des ovaires masqués, des faces multicolores, toucher les existants. On se réchauffe de nos guerres froides, nos couteaux ont des sexes inlassables. Il y en aurait d'autres, mais je vais laisser. Mes photos, auxquelles je tiens énormément, me rappellent mon passé, des amis qui, pour certains, ont disparu malheureusement. Et ça fait très plaisir de voir qu'à l'époque, je voyageais beaucoup. Me voilà à Saint-Tropez. Parce qu'avant d'aller à Ibiza, j'allais à Saint-Tropez. Tout le temps, je passais de Moscou, Saint-Pétersbourg, la Sibérie, Key West, à Saint-Domingue, où j'allais 1 ou 2 fois par an. J'étais bronzé toute l'année. Henri Maté, mon oncle, pilote de la Royal Air Force, m'appelait le bronzé des mers du Sud. Parce que toutes mes vacances, je les passais au ski ou aux Caraïbes. Je rêve de mes voyages parce que mes journées sont malheureusement tous les jours, presque tous les jours, destinées à être cloîtrées dans cette chambre. Le CCAS a eu la gentillesse de me donner les meubles. C'est pas bien sûr Versailles, mais elle me va très bien pour le moment compte tenu de ce que j'ai connu avant. Je souffre énormément de la solitude. Ça fait 12 ans maintenant. Je n'ai souvent même pas les moyens de descendre en ville prendre un café, payer le bus et prendre le café. Et je reste donc dans cette chambre. Je lis un peu, je regarde un peu la télévision et je dîne seul le soir. Et je me réveille seul et je souffre énormément du fait que la plupart de mes amis m'ont laissé tomber après ma chute aux enfers. Alors le futur, je ne le vois pas parce que dans cette chambre, je n'imagine pas vivre dans cette chambre toute ma vie, enfin toute ma vie pour ce qui me reste à vivre. J'attends un miracle, on ne sait jamais, ça peut arriver. J'attends un miracle qui me sortira de cette vie incomparable avec la vie que j'avais avant.
rebelles et les marginaux n'ont jamais réussi à changer le monde, mais je crois qu'ils ont réussi à l'empêcher d'empirer. J'aurai ma revanche. Inch'Allah.